Bonjour Pierre Brogeron, merci d'accorder cet entretien au club du mercredi. Je vous téléphone. Bonjour. Bonjour, on vous téléphone à propos de l'affaire Benalla. Que pensez-vous de cette affaire? Est-ce une simple barbouzerie ou au contraire une véritable affaire d'État? Alors, disons que c'est plus une affaire du manque d'État qu'une affaire d'État. Je m'explique. On va reprendre les choses dans l'ordre. Alexandre Benalla, en tout cas du nom, disons francisé qu'il utilise, est de toute évidence ce qu'on appelle un couteau suisse, c'est-à-dire un des hommes liges du président, comme l'ont été des gens comme De Gros-Souvre sous Mitterrand, ou beaucoup d'autres sous Chirac et autres. Bon, ce qu'on appelle des couteaux suisses, c'est-à-dire des hommes à tout faire, des hommes de main. Bon. Ce qui détonne avec ce jeune homme, c'est sa violence gratuite, et d'ailleurs sans aucune justification de service à l'égard d'un manifestant, d'ailleurs, manque de bol, membre de la France Insoumise, et qui a enregistré les faits. Et son usurpation de titre, il a fait ça sous l'apparence d'un policier qui n'a jamais été. Il a un grade dans la réserve opérationnelle totalement disproportionné et à son âge et à son expérience militaire. On apprend aujourd'hui qu'il était habilité secret défense à la demande de sa hiérarchie. C'est là où où ce qui devrait être une affaire d'État commence. En réalité, il y a plusieurs questions à se poser. Premièrement, est-il ce qu'on appelle une barbouze? Alors, vous allez peut-être m'en vouloir, mais je vais défendre l'honneur des barbouzes. Parce que, historiquement, qu'est-ce qu'on appelle les barbouzes? C'est étonnamment le même profil que le film Les Barbouzes avec Ventura. C'est-à-dire ce sont d'anciens militaires qui servent en politique ou dans les services, disons, pour se salir les mains parce que la survie collective commande que des hommes se salissent les mains. Et sous la Ve République, pour ne prendre que cet échantillon de l'histoire de France, mais on pourrait remonter bien plus loin, hein, nos hommes d'État et nos rois avant eux avaient des hommes de confiance derrière lesquels il y avait, disons, des hommes qui faisaient leur la tâche de sécurité intérieure dans ce qu'elle peut avoir parfois de plus incommodant. Voilà. Rappelez-vous d'ailleurs, sous Louis XIV, c'était le fameux Alexandre Bontemps qui gérait ce genre de questions. Son nom était resté célèbre. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sous la Ve République, les barbouzes, elles luttaient avant tout contre deux choses, c'est-à-dire à la fois contre des sections d'ordre extrêmement puissantes, qui étaient celles de la CGT du Parti communiste, et contre la subversion, et contre la subversion des services soviétiques. Alors la subversion était pour la guerre froide le même appôt à crétin que la lutte contre le terrorisme aujourd'hui, mais bon, il y avait néanmoins des justifications. Le SAC, vu que c'est de lui dont on parle, le service d'action civique, prenait des anciens résistants, des anciens militaires, et disons, était avant tout là pour impressionner de grands gaillards qui étaient les grands gaillards de la CGT. Ceci était à la limite du bon enfant. Beaucoup plus dur a été la lutte contre le terrorisme d'extrême droite et contre l'OS en particulier. Et il n'y a jamais eu, disons, de tels débordements au SAC. Alors vous me répondrez, il y a eu bien pire, il y a eu la tuerie d'Oriol. La tuerie d'Oriol était le fait de groupuscules d'extrême droite qui sont entrés dans le SAC à la faveur du giscardisme. Je rappelle d'ailleurs que le commanditaire de l'assassinat de la tuerie d'Oriol avait une croix gammée tatouée sur la main, ce qui n'est pas tout à fait l'uniforme gaulliste réglementaire. Donc, si vous voulez, il y a eu tout au long de notre histoire, disons, des hommes pour faire ce genre de ce que certains appellent des bases œuvres, mais qui fondamentalement sont des œuvres qui peuvent être d'utilité publique.
Donc le profil de Benalla s'inscrit dans une continuité historique? Non, non justement. Lui s'inscrit dans une autre lignée, qui commence un peu avec Giscard, qui est l'ancêtre idéologique de Macron très, très bizarrement, hein, vu que Giscard vu que Macron est le dernier giscardien, comme l'avait très bien dit Édouard Husson. En réalité, la haute bourgeoisie, contrairement aux gaullistes, parce qu'il y a toujours eu un gaullisme populaire, est fascinée par la racaille, est fascinée par ceux qu'on appelait par ceux qu'on appelait dans le temps les briseurs de grève ou les casseurs de genoux, les rotuliers. La haute bourgeoisie les a toujours utilisés, ce que Marx avait très bien vu par l'utilisation de la notion de lumpenprolétariat pour lutter contre le peuple. Et elle est fascinée par ces hommes, disons, qui font autant de mal qu'elle, mais qui assument directement leurs actes, ce que la bourgeoisie fait rarement. Et Giscard avait commencé ça, alors c'était vraiment le canaillement, particulièrement avec des gens venant de la droite radicale, mais ce n'allait pas encore très loin. Celui qui va institutionnaliser le phénomène, c'est François Mitterrand. À travers la création des SOS Racisme et du service d'ordre des SOS Racisme, François Mitterrand va recruter par l'intermédiaire d'un homme que très étonnamment, on n'a pas encore nommé dans cette affaire, alors que je serais bien surpris qu'il n'y soit pas mêlé de près ou de loin, qui est le fameux Dr Dre, mais pas le rappeur Julien Dre, donc celui que les plus jeunes de nos spectateurs connaissent par le nom qu'un de ses anciens amis devenu scénariste a donné à la série qui en réalité raconte une partie de son histoire, qui est la série Baron Noir. Vu que le Baron Noir, c'est Dre. En tout cas, c'est un personnage qui est un mix de Dre et de quelques autres. Et à travers cela, le PS a pu faire monter une racaillocratie. Que vous avez pu voir dans les entourages, par exemple de Dominique Strauss-Kahn, de quelques autres. A priori, Emmanuel Macron, ce qui est tout à fait normal dans l'imaginaire de sa classe sociale, a pris ce pli. Et donc, a recruté, si tu veux, exactement le même type de rotulier qui, parce que Emmanuel Macron a un côté chef de meute, ça se voit avec ses lieutenants, qui sont tous entièrement dévoués à leur patron jusqu'aux confins du ridicule, si vous voyez le cas Castaner par exemple. Disons, Emmanuel Macron a vraiment ce profil clintonien qui n'arrive pas par exemple à différencier le public et le privé. C'est pour ça que quelqu'un comme Alexandre Benalla, nous apprenons qu'il a les clés de la villa présidentielle, etc., qu'il est au cœur de l'intimité du couple Macron. Certains iront même jusqu'à des hypothèses plus poussées, mais pour l'instant nous n'avons pas plus de preuves. En réalité, le cas Benalla est un des nouveaux symptômes du pourrissement du pouvoir depuis la fin des années 70, qui est lié à un seul et unique fait, qui est l'absence de souveraineté. Parce qu'à quoi bon avoir le sens de l'État quand il n'y a plus d'État? Vous voyez ce que c'est? Et quand il n'y a plus d'État, c'est la loi des bandes, c'est la loi des gangs. Et qui dit bande, dit casseur de gueule. Vous avez votre prototype avec le sympathique Alexandre Benalla, qui n'est pas une barbouze pour l'État, qui est avant tout une petite racaille sortie de son rôle et à qui on donne un pouvoir, disons, de basse œuvre féodale au service de son patron, comme il le ferait dans un pays du Moyen-Orient, ce qui est un peu normal, comme disait Aldostérone, vu la tiers-mondisation de la France. Il est donc, si je vous comprends bien, il était donc tout à fait évident qu'une affaire comme celle de Benalla devait arriver au regard des circonstances que vous venez de décrire. Au regard de qui est Emmanuel Macron, bien sûr. La seule chose, c'est que on en a rajouté, mais alors, entre Colomb, qui est sénescent, faut un jour, et c'est pas du tout méprisant dans ma bouche, hein, mon père est gériatre,
Donc je sais reconnaître une personne âgée saine et naissante quand j'en vois une. Voilà. Parce que là, Colomb, il nous a fait... excusez-moi, mais il nous a fait littéralement d'un Nuremberg. On n'a pas vu, on n'a rien vu, on n'a rien fait. Hein, je comprends bien que la ligne de défense de Colomb, qui est peut-être même, et ce sera encore bien pire, encore plus vrai, si elle s'avérait vraie. Oui, parce que Colomb ne doit pas forcément être tenu pour responsable. Non, mais ça veut dire qu'en tant que ministre de l'Intérieur, ça veut dire qu'il fait pas son job quand même. Parce qu'il y a quelqu'un à qui on a voulu, à 26 ans, donner la charge de toute la sécurité présidentielle, et ça passe par-dessus sa tête et par-dessus ses services. Là, il y a un dysfonctionnement grave de l'État. Mais d'un côté qui est normal, Emmanuel Macron, comme tout petit chef de bande, se méfie de l'État. Fondamentalement, comme toute la bourgeoisie française, c'est un sous-féodal. Donc il se méfie de l'État. Parce que quand vous faites ce genre de job, à qui vous adressez-vous? En règle générale. Il y a des gens qui ont le sens de l'État. Policiers, gendarmes, militaires, service paix, etc. Mais Macron se méfie de tout ça. Macron préfère les liens personnels, pas du tout, disons, dans le grand sens du féodalisme français qui, à la rigueur, pouvait avoir sa peau, mais qui d'ailleurs était encore vivace sous la monarchie. Non, mais parce que c'est son syndrome Peter Pan. C'est son côté chef de gang à la récré. Et malheureusement, c'est un grand ado qui est content parce que pour la première fois, il est chef de quelque chose. Hein, il n'est plus uniquement le doudou à sa maman ou à sa bonne femme, parce que malheureusement, c'est un peu les mêmes. Mais donc si vous voulez, c'est toute l'étare psychologique, hein, au sens 19e du terme, du personnage, qui ressortent et qui viennent de mettre fin à ce qui reste, au peu qu'il restait de la statue présidentielle de Jupiter. Alors, quelles vont être les répercussions politiques pour Emmanuel Macron après cette affaire? Alors, les répercussions politiques sont au moins de 3 ordres minimum. Premier, il est au même état d'éloignement, et dans le même état d'éloignement vis-à-vis des Français que Hollande l'a été à sa 3e année de mandat. Mis à part que Macron est là depuis 1 an. Je sais que quand on le dit, ça choque. Mais ça fait qu'1 an qu'il est là. Donc, je crains fort que pour Jupiter, ça ne se passe pas si bien que ça, parce qu'il reste encore 4 ans à tirer, 4 ans qui vont être très riches de déconvenus pour lui, sur le plan européen d'abord, sur le plan mondial ensuite. Donc, lui, que même une Coupe du Monde remportée, brillamment remportée, n'a pas réussi à remonter au cric, alors que je vous rappelle, Chirac avait pris 10 points en 98. Donc, que restera-t-il d'Emmanuel Macron? 4 ans, ça va être très long. Mais bien au-delà de ce divorce avec les Français qui de toute façon était annoncé, la principale conséquence pour Emmanuel Macron, c'est que ses anciens laquais et ses anciens mandants l'ont de toute évidence lâché. Pour que Le Monde, journal conformiste et servile, s'il en est, ait mené la charge, c'est que les amis du président ont décidé de lui adresser un message clair. La seule question, c'est pourquoi lui, dont la servilité vis-à-vis de ce qu'il faut bien appeler l'anti-France n'a jamais été prise en défaut. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron a fait de positif, même à son corps défendant en 1 an? Que dalle. Alors pourquoi tirer sur la laisse d'un chien qui obéit si bien? C'est la grande question de cette affaire. À titre personnel, j'ai quelques hypothèses, mais pas. Mais les dernières conséquences, qui n'est pas des moindres, lui qui était le champion du post-modernisme européiste, qui a été le Justin Trudeau européen, et bien maintenant va devoir bailler un petit peu moins fort, 2 tons en dessous.
ça va être pas plus mal. D'accord, Pierre Rougeron, souhaitez-vous ajouter quelque chose sur cette affaire? Un détail peut-être que nous n'avons pas soulevé? Ce qui va être, à mon avis, extrême ce qui n'aura pas de conséquences politiques immédiates, mais qui peut avoir des conséquences terribles à long terme, c'est que cette crise a été prise comme un soufflet par nos forces de sécurité intérieure. Emmanuel Macron, qui s'était déjà mis l'armée à dos, a réussi pour le coup à souder toutes nos forces de sécurité intérieure dans le mépris avec lequel il les a traités. Ce n'est qu'une étape de plus dans la séparation progressive des pouvoirs civils et militaires en France. Néanmoins, elle est impressionnante et porteuse de menaces. Bien, et c'est sur ces mots que nous terminons cet entretien. Merci Pierre-Yves Rougeron d'avoir accordé cet entretien au Club du Mercredi. Et on vous dit à bientôt. Au revoir. À bientôt.